Mesdames et messieurs, salut, voilà, bienvenue sur Zouk TV, votre émission Quoi de neuf quotidienne, vous l'aimez. Et aujourd'hui, voilà, on va s'intéresser à un aspect particulier, la réflexion philosophique, n'est-ce pas? Et j'ai à mes côtés M. Edmond Mondésir, qu'on ne présente plus, philosophe, homme politique, artiste, etc. Bel bonjour Edmond. Bel bonjour, nous venons porter une petite réflexion philosophique à tout le monde. Voilà. Alors, comment préciser, on l'a connu sur plusieurs parcours, enseignant, artiste, bien évidemment. Alors, au cas défini comme maintenant, ou sont un genre de penseur avec le recul que... Comment tu te définis? La pensée, toujours déterminée, ça m'a toujours fait. Oui. Depuis petit, et mes différentes activités artistiques, politiques, mais aussi le travail de connaissance, parce que j'ai réalisé 15 réflexions profondes sur l'histoire de l'humanité depuis le Big Bang et toutes ces choses-là. J'ai fait de nombreux voyages à travers le monde. Et toutes ces démarches-là, elles sont synthétisées aujourd'hui dans ma démarche de réflexion philosophique, parce qu'on en a besoin dans le monde actuel. Alors, on entend justement, mesdames et messieurs, nous étions en train de parler de grands penseurs, etc., Fanon, Césaire. Donc ces gens-là, tu penses qu'il y a eu une époque, ils ont fait une analyse qui ne valait que pour leur temps, ou alors c'est... Ben, c'est pas spécifique à eux spécialement. Ça veut dire qu'un penseur, quel qu'il soit, il est obligé d'utiliser les éléments de son époque pour produire la pensée. Ouais. Mais lorsque son époque est dépassée, il y a de nouveaux, évidemment, problèmes qui surgissent. En gros, ce qui génère les problèmes, c'est d'une part la question du développement des techniques. Quand tu es dans une situation où les routes, ce sont des chemins que les animaux empruntent à travers. Tu vois. Oui. Et puis, quand tu es dans une dimension où les routes sont pavées, ce sont les Romains qui ont expérimenté ça. Les vias. Ouais. Voilà. Et puis plus tard, lorsque les routes, c'est plus les routes pour ces choses-là, mais c'est les chemins de fer. Tu as toute une période du développement de l'humanité où le chemin de fer a été quelque chose d'essentiel. La conquête de l'Ouest. La conquête de l'Ouest, certes, mais les rencontres intellectuelles entre les gens, puisque le chemin de fer permettait aux penseurs, aux salons, tout ça, etc., de faire des voyages entre les grandes capitales. Il n'y a pas seulement la conquête de l'Ouest, il y a le Trans-Orient Express, il y a tout ça, les grandes voies. Et donc, c'est marqué par le chemin de fer. Alors, on voit bien, évidemment, que cette dimension technologique-là détermine une manière de penser. Maintenant, avançons un peu. Aujourd'hui, on a le phénomène de la route, mais évidemment des avions, mais des cargos, mais de technologies nouvelles, etc. Donc forcément, au-delà des problèmes qui restent un peu toujours les mêmes, des relations entre les hommes, les modalités selon lesquelles ces problèmes se posent changent. Par exemple, du point de vue idéologique, les religions ont apporté des réponses aux gens à un moment. Alors les gens continuent à surfer sur ces trucs-là, les gens. Par contre, voici une question. Par exemple, le problème d'Israël, en partie, c'est... Mais je ne vais même pas parler de ça. Je vais expliquer philosophiquement la chose suivante. Il y a un moment où la religion catholique en Europe, les rois catholiques, tout ça, ont déterminé dans leur pensée qu'il était normal, logique et même sain dans les deux sens, de mettre en esclavage une partie de l'humanité. Donc, ils n'étaient pas considérés comme des hommes, qui étaient considérés comme, je ne sais pas, des primitifs, des sous-hommes, tout ce qu'on veut. Ce que je vais montrer maintenant, c'est que la pensée a avancé. Qui va aller oser maintenant déclarer que l'homme n'est pas unique et déclarer que, si vous voulez, il y a des sous-races et des choses comme ça? Personne ne peut dire ça. Or, la problématique se pose d'avoir une réflexion philosophique qui nous permette de comprendre l'évolution des idées à travers les siècles et le temps, en relation avec le développement des technologies et en relation avec les transformations qui se font dans les sociétés, du point de vue politique, par exemple. Donc, nous obliger à réfléchir en laissant capacité aujourd'hui, et nous, plus que tout autre en particulier, par rapport aux péripéties de notre histoire que nous connaissons bien. Voilà, alors là, tu m'as expliqué en antenne que tu as voyagé, que tu as observé, que tu as noté, que tu as, etc. Et là, maintenant, on est dans une société avec un format assez particulier. Tout de suite, intelligence artificielle, les gens ne prennent pas la peine de raisonner. Le retour des dictatures. Quel est ton regard sur cette société actuelle, cette société en pleine mutation? Parce que c'est pas fini. Ma démarche n'est pas celle d'un regard là-dessus. Je laisse cela à toutes les personnes qui sont, disons, qualifiées pour ça. Alors, les commentateurs,
les écrivains, les politologues, et toutes ces choses-là, qui ne sont qu'une manière de commenter ce qu'on a sous les yeux. Mon travail est beaucoup plus fondamental. Il est de l'ordre de ce qu'a fait Socrate, de ce qu'a fait Descartes et d'autres grands penseurs, Kant, Marx, etc., et d'autres penseurs dans le monde. Ça veut dire que je reprends les choses à la base pour développer une analyse conceptuelle. Ma méthode, c'est de fournir aux Martiniquais. C'est pour ça que je leur demande de venir écouter la présentation de cet ouvrage. Qui aura lieu quand? Enfin, Manuel, dès maintenant, tu peux me balancer l'invitation. Le 15 décembre 2023, à la bibliothèque Schellcher. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais donner des clés, des éléments pour comprendre l'intérêt de cet ouvrage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a de spécifique, qu'est-ce qu'il apporte de particulier. Ouais. Exactement ce qu'on voit là. Ça, Limain-Limier. Ça va se passer le 4. Oui, c'est le 15 décembre. Le 15 décembre, oui, à quelle heure? 18h30. 18h30, bibliothèque Schellcher. À la bibliothèque Schellcher. J'aurai une introduction qui sera faite par Marianne Léotin, mais aussi par Suzanne Dracius, puisque c'est elle qui est la directrice de la collection Idem, dans laquelle ce livre a été produit aux auditions d'Enel. Quand tu me parles de collection, il y aura peut-être d'autres ouvrages qui vont suivre, évidemment. Ouais. J'en ai déjà fait avant. Hein. Oui. J'ai fait dans la collection d'Enel un livre qui s'appelle Ombre et lumière de la pensée moderne, qui est un peu dans la même démarche, mais cette fois, je me suis attaché à étudier tout le processus métaphysique qui a lieu dans le développement de la pensée occidentale. Et donc, je poursuis ce travail en réfléchissant sur ce dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de quoi? On a besoin de permettre qu'il y ait un meilleur usage de la raison. Bon, c'est assez naturel. On se confie aux émotions, aux passions, aux sentiments, à l'opinion. À ce que le médiateur diffuse aussi. Également, c'est l'opinion. On se confie aux croyances parce qu'on a besoin de comprendre le sens du monde en se référant soit à de grands textes, soit aux sentiments qu'on a soi-même de son rapport avec la nature, avec les éléments qui nous dominent. D'accord, ça marche, pas de souci. Le rapport avec l'au-delà aussi, parce que on a besoin. Tu as Pléthore de Pasteur, enfin tout le monde. Par contre, on a définitivement et totalement besoin de maîtriser l'usage de la raison pour réussir à faire une synthèse convenable de ça. Parce que lorsque la société humaine reste complètement déterminée par les passions, les croyances de tout ordre qu'elles soient, on est fondamentalement dans un phénomène de guerre, de destruction, d'incompréhension. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un progrès de l'humain. Ça veut dire la réaction que l'on a, les démarches que l'on a, alors au plan de vue personnel, mais au point de vue des sociétés, des États aussi, c'est pareil. On a évoqué tout à l'heure la question de l'extrême droite, etc. Des dictatures, quoi. Des dictatures. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de migration humaine d'un type nouveau. Il faut y réfléchir. Le premier type de migration, ça a été l'occupation des terres où il y avait des ressources par les Européens, en gros. L'esprit de conquête aussi, ça aussi, ouais. C'est pour faire leur développement, ils avaient besoin de ça. Maintenant, ça a appauvri et bloqué le développement de tous les territoires qui étaient sous tutelle. Dès lors, dans ces pays-là, il y a des habitants qui, au risque de la mort, au risque de tout ça, veulent absolument faire les migrations. Alors, l'autre phénomène, c'est que les pays, en se développant, ont diminué le processus de la natalité. Il y a moins de personnes dans les pays européens parce qu'ils ont prétendument un processus de développement. Donc, mine de rien, il faut à la fois qu'ils laissent venir des migrants pour occuper les fonctions de l'économie. Mais en même temps, il y a la contradiction qui fait que par rapport à l'incompréhension philosophique de la question de l'humanité, de la question culturelle et de la question de la pensée, on a en même temps qu'il y a ce phénomène-là, la persistance des idées anciennes, rétrogrades, émotionnelles, etc., qui font que globalement, dans les pays où on se trouve, où va apparaître justement ces trucs d'extrême droite-là, une espèce de sentiment, c'est l'étranger, c'est tout ça, etc., qui vient profiter de nous, alors qu'il y a une contradiction manifeste, puisque le processus de développement dans ces pays ne peut plus être assuré seulement par la conquête des matières premières des pays différents, mais il faut qu'ils fassent venir de la population, mais sans le dire,
par le phénomène des migrations. Alors, on a une complexité inouïe. Alors, ça, c'est au plan de vue des sociétés. Ouais. Pour les individus, c'est pareil. Il y a plein de difficultés dans tous les sens. Alors, je prends quand même quelques phrases de document qui m'a... Une démarche qui éclaire notre rapport au monde. Oui. Nous met en mesure de nous élever au-dessus des opinions toutes faites. Donc, on a dit. Donc, et voilà. Donc, c'est... au fil des jours, présente-t-elle un ensemble de textes avec des sujets de l'auteur, l'opportunité d'être traité des diverses occasions au cours des années précédentes. Donc, c'est un travail de longue haleine. Voilà, ça, exactement. Il y a deux parties. Il y a deux parties. Il y a deux parties. La première partie, je l'ai intitulée « Au fil des jours ». Pourquoi au fil des jours? Parce que avant ça, moi, j'ai déjà fait un lot conférence, un lot texte, un lot bail, plus d'une centaine avec des thèmes différents. J'ai écrit beaucoup d'articles, de réflexions dans des journaux, dans mon journal ACP en nullité, mais par ailleurs dans des revues également, etc. Donc, j'ai choisi quelques textes. Il y en a 12 que j'avais déjà produits. Je fais des émissions philosophiques où je parle de philosophie, tout ça. Bon, à la radio, je voulais dire. Donc, ça, c'est la première partie. Et puis, j'ai fait une deuxième partie dont le titre est « La dialectique de la culture et de la pensée ». Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça, c'est bête comme bonjour maman, hein? Que je l'explique évidemment. Ça veut dire que nous avons besoin de développer la culture puisque l'homme vit évidemment de sa culture puisque il n'est pas suspendu en l'air. Il est dans une géographie, dans un état, dans une histoire, etc. Il n'est pas suspendu en l'air. Par contre, le développement de la culture l'amène à ce qu'on va appeler des traditions, le maintien d'un certain nombre de choses. Ouais. Mais partout, ici comme ailleurs, l'évolution des choses nous oblige technologie, etc. Ben, à avoir de nouvelles pensées. À s'adapter. Ouais. À s'adapter. On voit ça tout le temps, tradition, modernité, tout ça. Donc, il y a une dialectique. C'est une dialectique. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement avec conservation. C'est un mot allemand qui signifie aufheben, aufhebung, qui veut dire dépasser en conservant. Pour comprendre ça, que les auditeurs comprennent. Traduction. Ou nuancer. Tu as un œuf. Oui. Bon, si tu prends un marteau et que tu casses l'œuf, ça c'est, on appelle un dépassement mécanique. Ouais. C'est une destruction. Boum, il n'y a plus rien. Mais l'œuf peut disparaître et le poussin naître. Quand le poussin est né, on n'a plus l'œuf. Ouais. Mais il y a quelque chose de l'œuf qui a été conservé. Il va refaire peut-être un œuf encore. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la dialectique, c'est-à-dire comment des choses, dans le rapport contradictoire, connaissent un dépassement et une conservation. En gros, c'est vrai qu'on a à dépasser des traits de la culture, mais si on ne conserve pas ce qui est l'essence et le fondement de la culture, eh bien, on va perdre quelque chose. Alors, justement, nous parlons, les gens vont nous regarder un langage savant, etc., faire la lumière. Est-ce que, justement, le grand public, par exemple, lorsqu'il découvre tes nouvelles démarches, est-ce qu'il aura des problèmes, on va dire, de compréhension? Alors, c'est ce qui m'a motivé à produire cet ouvrage. Parce que je faisais des émissions et des choses comme ça, et beaucoup de gens m'ont dit, mais où se trouvent les écrits que tu as réalisés? Et donc, elles avaient raison, ces personnes, car la pensée ne peut se construire ou se développer que dans le rapport à l'écrit. Toutes les civilisations, les civilisations qui n'ont pas laissé d'écrit, ça a disparu. Par contre, on sait plein de choses de l'Égypte maintenant, 20 siècles après. On a redécouvert, ou 25 siècles après, on va découvrir tout ce qui s'y passait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'écriture. Et donc, les formes d'écriture sont diverses selon les périodes. Et donc, j'ai bien compris pourquoi la sollicitation des personnes qui me demandaient d'écrire. Et donc, j'ai mis ces 12 textes-là qui sont une synthèse de ce que j'avais déjà dit. Et j'ai fait un nouveau texte qui s'appelle « La dialectique de la culture et de la pensée », alors que j'invite énormément les Martiniquais à lire, car, si vous voulez, on a besoin de satisfaire le corps. Et pour ça, il y a des coachs, il y a du physique, il y a de l'entretien, il y a de la santé, il y a de la beauté, l'esthétique. On apprend à expliquer. Donc, on a plein de choses pour s'occuper de notre corps. Par contre, pour s'occuper de notre réflexion, notre capacité de réfléchir, il n'y en a pas suffisamment. Il y en a, mais pas suffisamment. Tu parles de la gymnastique mentale en elle-même ou alors tout ça, tout ça. Le cerveau, quoi. Tout le cerveau. Mais ma partie spéciale, celle qui me concerne, celle que je connais, que je maîtrise, c'est le développement de la réflexion philosophique. Alors, ma méthode, ça a été de proposer dans ce livre. C'est pour ça que je demande aux gens de se le procurer. Ils peuvent le trouver dans toutes les librairies. Et ils peuvent venir aussi à ma présentation s'ils ont des questions, des choses que je peux approfondir. Ma méthode, c'est d'analyser conceptuellement un certain nombre de notions pour qu'elles soient à portée de tout le monde. Car c'est lorsque tu analyses les notions
que tu réussis à parvenir à une certaine maîtrise, la maîtrise de soi dont on a besoin. Évidemment, l'urgence de la vie, les difficultés, tout ça, bon, il y a des émotions, il y a tout ça, on ne peut pas faire autrement. Hein? Ouais. Mais par contre, ça assure qu'on a toujours besoin de réfléchir. Hein? Ah oui. Même là, on fait en bêtise, même sur le coup de la colère, vous pouvez encore monter. Après, il faut quand même une réflexion. Là, tu es dans la métaphysique, là, déjà, dans... Alors, ce que l'on appelle métaphysique, ce n'est pas exactement la préoccupation dont je viens de parler, mais c'est la préoccupation de ce qui nous dépasse. Ta physika, chez les Grecs, ça veut dire les choses qui sont au-delà de la physis, c'est-à-dire la nature, ce qui correspond à la notion du surnaturel. Et donc, par conséquent, là aussi, oui, bien sûr, on est très préoccupé de ça. Extrêmement. Oui. Alors, aussi, écoute bien, aussi l'auteur sera-t-il amené à s'intéresser notamment aux problématiques qui résultent des ambiguïtés que recouvre la notion de culture. Autrement dit, l'interprétation même de la notion de culture, tu penses qu'elle n'est pas très bien perçue chez nous-mêmes? Il faut l'approfondir. La notion même de culture. Ouais. Il faut l'approfondir tout le temps, pas seulement chez nous, mais partout, parce que précisément, c'est quoi la culture? En gros, on va dire c'est ce que l'homme ajoute à la nature, ok? C'est ce que l'homme ajoute à la nature. Ouais. Alors, ce qu'il ajoute à la nature par le travail technique, bien sûr, puisque quand tu cultives, quand tu fais de la culture, tu produis, donc tu ajoutes quelque chose à la nature, tu ajoutes des procédures de développement, tout ça. Donc tu vois bien la différence d'un lieu où il n'y a pas de culture au pluriel. C'est pas cultivé, c'est cultivé. Bon, encore qu'aujourd'hui, on cherche à mettre... Il y a des cultures plurielles aussi dans le même pays. Avec la permaculture, tout ça, etc. Bon, fin de la parenthèse, ça c'est la culture pour se nourrir le corps. SOI. Ça revient là. Bon, mais à présent, il se trouve que l'homme est un être qui n'agit pas seulement par des instincts, mais qui doit être éduqué, qui doit apprendre des choses, qui doit croire à certaines choses, qui doit réfléchir, qui doit trouver des solutions. Et donc, c'est l'autre partie de la culture, c'est-à-dire qui concerne le savoir, la connaissance et surtout notre manière de prendre des décisions. Si tu veux, quand tu regardes un animal, il prend des décisions par rapport à ce qui se passe autour de lui. Le côté instinctif aussi. Le côté instinctif. Il prend des décisions par rapport à ça. Mais là, on prend des décisions, même si dès là, on ne va pas réfléchir. Quand il est là, obligé de réfléchir. et donc, par conséquent, c'est même quelque chose qui est absolument terrible. Parce que des fois, on se dit, ah mince, je n'ai pas réfléchi. On est embêté d'avoir pas réfléchi. Et d'autres fois, on est tellement embêté d'avoir à réfléchir qu'on va prendre des solutions toutes faites, etc. C'est ça la condition humaine. Hein? Bon, mais... la solution de facilité, quoi. Il n'empêche que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est une manière pour l'homme de s'élever dans son humanité que d'être capable de maîtriser l'usage qu'il fait de la raison. Parce que tu peux faire un usage qui est à côté de la raison. Tu raisonnes à partir de prémices, on appelle ça les points de départ, qui sont fausses. Ou tu raisonnes à partir de convictions qui sont déjà elles-mêmes ancrées dans quelque chose. Tu fais un raisonnement, tu dis, moi qu'à raisonner. Mais le plus facile, tu raisonnes en fonction de tes nécessités personnelles. Bon, alors voilà. C'est souvent une forme d'égoïsme. Souvent comme ça. La démarche que je propose et la méthode que je mets à disposition des gens à travers ce livre, c'est par l'étude d'un certain nombre de notions. Bon, dans les 12 textes, il y a des choses relatives à l'éducation, des choses relatives à l'histoire, des choses relatives à la relation nature-culture, des choses relatives à la réflexion sur les techniques, qu'est-ce que nous apportent les technologies, les techniques, sur l'histoire, c'est quoi le rapport entre les hommes dans la société. Par exemple, j'explique conceptuellement que le concept de société est immédiatement déterminé par la notion du juste et de l'injuste. Alors, comment ça veut dire? Eh bien, on réfléchit, on va trouver que les animaux sont dans des groupes. Ils fonctionnent ou ne se posent pas la problématique du juste et de l'injuste. Tandis que chez... Oui, mais la notion du juste même, c'est ambigu aussi. C'est-à-dire, il fait juste pas et puis pas juste pas moins. C'est relatif aussi. C'est exactement pour ça qu'il y a réfléchi, parce que non seulement c'est relatif dans l'époque, mais c'est relatif dans l'histoire aussi. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Du point de vue de l'idéologie, même les religions ont pu considérer qu'il était juste de mettre en esclavage des gens. C'est pas juste du tout. Et plein d'autres choses de ce genre. Allons encore plus loin dans les relations entre les hommes, comme on établit, si tu veux, la domination, etc. Donc c'est une grosse problématique, ça, à travers l'histoire, d'une part, et d'autre part, dans le présent même, c'est-à-dire dans la manière dont les gens vivent. Or, ne pas comprendre cette affaire-là, du point de vue philosophique, ça handicape sérieusement le progrès de l'humanité. Parce que le véritable progrès de l'humanité, le véritable,
il est lié à l'approfondissement de l'idée qu'on se fait de la justice, du juste, comment les choses doivent être convenablement réparties, quel respect on doit apporter donc à autrui dans le rapport individuel et au peuple, aux cultures et choses de ce genre. Donc, alors, justement, hors antenne, Edmond, nous étions en train de parler de la configuration actuelle du globe, etc., partout des conflits, etc., mais c'est la notion de force qui revient à chaque fois. Hein. C'est-à-dire, je m'impose, je suis plus fort, donc je décide de t'envahir, etc. Les démocraties, ça vole en éclats, là. Voici une petite réflexion philosophique sur ce sujet. Oui. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Mettez ça en tête, cachez ça, ça. Voilà, on arrive dans la dernière ligne droite. Là, tu fais non, on a parlé de beaucoup de choses et je constate que c'est quand même du très haut niveau. Hein. Je ne vais pas dire du très haut niveau, mais ce que je te disais, est-ce que c'est accessible à tout le monde? C'est très haut niveau. Je m'honore d'avoir énormément travaillé sur ça. Ouais. Quand je vous donne ces formules qui paraissent simples, la formule que je viens de donner, elle est de Jean-Jacques Rousseau. Oui. Je vous en donner d'autres, mais je n'ai pas pris la peine de citer les philosophes, mais pendant tout ce temps, je me suis efforcé de connaître de manière approfondie les pensées de tous les philosophes, mais j'ai conclu qu'il était nécessaire que je produise ma propre pensée dans une dimension qui permette l'accès à tout le monde. Et j'ai fait un petit test. Je dis à quelqu'un, prenez le livre, ouvrez-le à n'importe quelle page et commencez à lire. Si vous allez jusqu'à la fin, que vous tournez la page, c'est que vous avez compris. C'est ce qui se passe toujours. Voilà. Le rendez-vous, donc le 15 décembre, c'est ça? Le 15 décembre, 18h30, à la bibliothèque Chelcher. Alors toi, je te laisse la dernière minute par les bas peuples là. Oui. Invitez-vous, quoi. Oui, on a besoin de la philosophie aujourd'hui. On a besoin de ça parce qu'on est à la fois obligé évidemment de se référer aux connaissances qui relèvent du passé, aux croyances, aux religions, aux spiritualités que l'on a. À la fois, on est confronté à ça, et en même temps, on est confronté au processus du développement de la modernité. Quand on dit non, mais non, intelligence artificielle, et vous voyez tout de suite dans quoi vous vous trouvez par rapport aux problématiques du monde actuel. Eh bien, en fait, il est absolument indispensable d'être capable de mettre en œuvre une réflexion philosophique pour faire face à tout ça. Tout n'est pas résolu, mais ça vous permet soit de mieux vivre, ou en tout cas de bien vivre, parce que lorsqu'on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe autour de soi, lorsque ce n'est pas éclairé par la lumière que l'on est capable de produire soi-même, c'est pour ça que j'appelle ça lumière, c'est une lumière que l'on fait, que l'on produit progressivement. Et donc c'est à ça que j'invite le public. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris, alors là c'est très 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 important, 15 décembre, 18h30, Bibliothèque Chelcher, nous caille lumière. Ok, à très bientôt sur Zouk TV.